Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. On vous embarque à bord. Allez, c'est parti pour 52 minutes d'émotion. Notre invité d'honneur ce matin, c'est Yann Petit, le directeur de la célèbre marque de biscuits bretons La Trinitaine. Il nous racontera l'histoire de cette biscuiterie familiale emblématique aujourd'hui du patrimoine breton, mais aussi la façon dont il envisage l'avenir, et c'est important. Nous le retrouverons dans quelques instants. Et oui, ce matin, nous allons faire les gourmands. Ensuite, au menu, comme chaque lundi, une immersion dans le monde de l'innovation bretonne. Coup de projecteur ce matin sur la start-up WeSys Labs. Elle crée des capteurs connectés notamment pour le secteur des énergies. L'un de ses fondateurs, Ulrich Rousseau, sera avec nous, ainsi que notre spécialiste maison du numérique, Stéphane Gramont. Nous parlerons également d'environnement et nous filerons en particulier sur le littoral malmené par le réchauffement climatique. En plus de la hausse des températures, il faut aussi composer, et oui, avec l'élévation du niveau de la mer. La Bretagne n'est pas épargnée, malheureusement. Nos côtes sont touchées par l'érosion. Alors quel constat, comment agir, c'est ce que nous verrons avec Virginie Jourdan. Il sera aussi question d'emploi, également comme chaque lundi à travers le programme court Recrutez-moi. Après quoi, nous ferons une plongée au cœur des rumeurs de Babel. C'est le titre d'un magnifique documentaire qui sera diffusé ce soir sur notre antenne. Nous recevrons tout à l'heure la réalisatrice du film Brigitte Chevet et le poète Yvon Lemaine, qui a vécu une immersion extraordinaire au cœur du quartier HLM rennais de Maurepas. Et puis en fin d'émission, vous n'échapperez pas évidemment au débriefing de la truculente comédienne Catherine Bossard et son humour ravageur. Voilà pour le menu du jour. Menu appétissant, me direz-vous, surtout qu'on reçoit Yann Petit. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci pour votre invitation. Alors vous êtes né, Yann, à Auray, mais Exactement. vous auriez presque pu naître dans l'usine carrément de biscuits, Pratiquement, à la oui. Trinité-sur-Mer, à la base. Aujourd'hui, vous êtes implanté à Saint-Philibert, toujours dans le Morbihan, à quelques kilomètres du site historique finalement. C'est exact. Votre histoire, c'est une histoire magnifique. C'est celle de 3 générations passionnées de biscuits qui, depuis 1955, perpétuent cette tradition et font que cette marque, finalement, s'est ancrée dans le patrimoine. Alors, on va évidemment en parler tout le long de cette émission, mais on voulait faire un peu mieux connaissance avec vous. Alors, je vous propose de tirer d'abord un premier petit papier Allez. qui devrait nous éclairer quelque peu. Donc la cigarette. La cigarette. Alors, est-ce bien celle qu'on croit ? Oui, celle-là n'est pas nocive. Celle-là n'est pas nocive. Donc la cigarette, c'est, en fin de compte, c'est le démarrage de l'histoire de la maison familiale. En fin de compte, mon grand-père, en 1953, a ouvert une petite échoppe à la Trinité-sur-Mer de pâtisserie. Et puis, lors d'une préparation de pâtes, il s'est un petit peu trompé dans la recette. Et plutôt que de jeter la pâte, du coup, il s'est dit, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et il a poché la pâte sur des plaques, il l'a mis au four. Puis en sortant, il s'est dit, tiens, on peut en faire quelque chose. Il a eu l'idée de rouler le biscuit qui en est sorti. Et du coup, ça a créé la cigarette, quoi. La cigarette, alors, de la Trinitaine, qui est finalement le premier produit. C'est pas du tout le petit palais qu'on imagine. Non, Voilà. vraiment, le premier produit, c'est la cigarette, qui est née Biscuit. un peu par hasard, quoi. Donc, Très belle histoire. Allez, je vous propose un deuxième petit papier. Et puis, on va peut-être un peu mieux comprendre justement l'histoire de votre famille. parc dans un carton, oui. Alors, quand Oui. je dis que vous auriez presque pu naître dans l'usine, c'était pas faux. C'était pas faux, parce qu'en fin de compte, quand mon grand-père a créé, on va dire, en 55, il a vraiment créé la marque La Trinitaine avec la cigarette. Et au fur et à mesure du développement un peu du produit, ça a grossi tout doucement au fur et à mesure. Donc c'est vrai que dans les années 67, il est arrivé à faire pratiquement 600 kilos de cigarettes par jour. Donc c'était vraiment important. Et dans les années 70-72, mon père a décidé de construire une usine et d'industrialiser le produit, quoi. Donc du coup, il y a eu la construction de l'usine et directement à l'usine, ils ont construit, on habitait directement sur le devant de l'usine, quoi. Donc du coup, nous, on a été bercés dedans tout de suite parce que les premières années de notre vie, on habitait directement sur le site, quoi. Et vous, enfant, mais vous étiez Donc, dans alors, des c'est vrai cartons voilà. qui vous servaient de parc. Donc, il y avait des grands cartons et du coup, quand on allait dans l'usine avec nos parents, ils nous vous mettaient mettaient dans des grands cartons, ça nous servait de parc et c'était le petit clin d'œil. Donc, bercé tout petit, directement dans
au cœur même de l'entreprise. Au cœur même de l'entreprise. On y reviendra évidemment tout au long de cette émission. Vous restez avec nous, Yann Petit. Alors, en tant que chef d'entreprise, forcément, l'innovation, c'est un thème qui vous touche. Et nous, dans l'émission, écoutez, chaque semaine, on présente une entreprise innovante. Aujourd'hui, il s'agit d'une start-up qui s'appelle We6 Labs. Et nous recevons un de ses fondateurs, Ulrich Rousseau, en compagnie de Stéphane Gramont. Bonjour Stéphane. Bonjour Ulrich. Laurence. Bonjour. Bienvenue à vous deux. Alors effectivement, on va parler start-up, on va parler économie d'énergie avec Ulrich Rousseau, parce que sa spécialité, c'est de faire parler les objets grâce à des capteurs. Et là, en l'occurrence, ce sont des thermostats, des robinets, des fluides. Alors ces capteurs, on en truffe les smart cities. Vous avez sans doute déjà entendu ce terme, ces villes intelligentes, notamment économes en énergie. On en parle beaucoup en ce moment, mais pas la peine d'être une mégapole, une grande ville pour faire ça. Et Ulrich, avec son entreprise We6 Labs, a équipé la petite commune de Saint-Sulpice-la-Forêt, 1500 habitants. Et on va voir comment ça se passe tout de suite avec Marc-André Mouchère. Ulrich Rousseau, l'un des hommes à l'origine de cette innovation technologique, connaît bien l'univers des objets connectés. Mais en l'espèce, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est tout simple. Ce sont des capteurs qui sont totalement sans fil, auto-alimentés en énergie. On peut les installer en fait sur des compteurs électriques d'eau, gaz. Ce dispositif qui s'installe en moins de 10 minutes permet de récupérer un index de compteur plusieurs fois par jour et d'envoyer cette information sur Internet en utilisant une technologie sans fil, très basse consommation d'énergie. Habituellement, le label Smart City, entendez ville intelligente, est plutôt convoité par les grandes villes. Elles investissent des sommes considérables pour connecter leurs équipements. Une fuite d'eau, non décelée sur une longue période dans l'école, l'équivalent du remplissage de 26 piscines, a déclenché l'action du maire. On a pris contact avec des PME, des startups locales. We6 Labs est une PME qui s'appelle Alcante pour essayer de comprendre ce qu'il existait sur le marché aujourd'hui comme solution technique permettant de faire de la télémesure et pilotage énergétique des bâtiments. Ces procédés innovants pour améliorer la gestion des deniers publics intéressent de nombreuses localités, jusqu'aux antipodes. Une délégation chinoise a même fait le déplacement récemment. Les objectifs sont en passe d'être atteints, même si on n'est qu'à mi-parcours. On espère en tout cas de pouvoir démontrer d'ici 18 mois que ce type de solution à, on va dire, investissement faible permet pour des collectivités très rapidement de faire 20% d'économie d'énergie, du coup de répondre à l'enjeu de transition énergétique d'ici 2020. L'équipe municipale a engagé 20 000 € dans ces installations. Elle prévoit un retour sur investissement dans 3 à 5 ans. Alors, qu'est-ce qui intéressait tant les Chinois pour qu'ils viennent de Shanghai voir Saint-Sulpice-la-Forêt ? Eh bien, les Chinois de Shanghai, ils font exactement la même chose qu'à Saint-Sulpice, juste en beaucoup plus grand, quoi. Ils ont un projet pilote à l'échelle de Shanghai pour faire des économies dans leurs bâtiments. Et du coup, qu'est-ce qui les intéressait spécifiquement ? On a vu deux choses. Un sujet technique. On rencontre les mêmes problèmes techniques de mise au point. Par contre, on a vu de grandes différences en fait, sur les aspects usage. Ils sont vraiment liés en fait, aux cultures des différents pays. Et donc en France, on est très différent de la Chine et on n'aborde pas l'économie d'énergie sous le même angle. Alors, on l'entend dans le sujet, il y avait un objectif d'économie budgétaire grâce aux économies d'énergie. Aujourd'hui, de ce pari, on en est où ? Alors, on a des premières estimations où le pari est atteint, avec environ 20% d'économie d'énergie. Cette économie sera validée par l'ALEC, donc l'Agence locale à l'énergie et au climat du Pays de Rennes, qui accompagne le projet et qui validera en fait par rapport aux années précédentes l'économie réalisée. Alors c'est formidable cette expérience à Saint-Sulpice-la-Forêt parce que pour vous, start-up, il n'y a pas meilleur prototype qu'une commune qui démontre en fait le bien fondé de votre démarche, de votre technologie. Alors c'est en effet une belle histoire qui parle à beaucoup de monde. J'étais au Salon des maires la semaine dernière et en fait on a vu des problématiques très similaires en fait dans beaucoup de territoires en France. Et c'est quelque chose en fait qui se fait simplement parce que dans un village de 1500 habitants, l'équipe municipale en fait agit en mode start-up. Ils sont très agiles, très réactifs. Et finalement, la petite taille, c'est un avantage dans ce cas. Oui, tout à fait. Oui.
Et là, vous êtes en discussion justement avec des plus grandes communes, peut-être Rennes Métropole, qui est quand même assez en pointe là-dessus, elle aussi. Oui, tout à fait. Saint-Sulpice nous a permis en fait de passer à l'échelle avec une expérimentation qui est menée en ce moment avec Rennes Métropole, où on a déployé un réseau de capteurs sur une partie de la métropole. Et cette fois-ci, pour mesurer quoi ? Ce sont des mêmes usages. On rentre toujours sous l'angle de l'économie d'énergie dans les bâtiments, mais on extrapole à d'autres expérimentations sur des sujets de maintenance, notamment de bâtiments, tels que la piscine de Cesson, par exemple. C'est-à-dire quand on dit maintenant, c'est qu'on va pouvoir voir finalement grâce au capteur qu'il y a un problème qu'on pourrait peut-être pas détecter comme ça à l'œil nu ou... Je dirais que, en toute humilité, en fait, on réinvente pas ce qui a déjà été fait. On remplace pas l'expertise des gens. On leur permet juste d'être plus efficaces dans leur travail. Donc, on remplace en fait toutes les parties fastidieuses, telles que la relève des compteurs, dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Et on permet aux gens d'avoir plus de temps, les gens en charge de la maintenance, d'avoir plus de temps pour se concentrer sur leur véritable métier, à savoir faire en sorte que le bâtiment se comporte bien et faire des économies d'énergie. Alors, il y a un terme qu'on a déjà abordé dans cette émission avec un précédent invité, c'est la maintenance prédictive. Exact. Pouvoir prévoir quand une installation va tomber en panne. C'est possible, ça ? Oui, c'est possible. On est là-dessus ? C'est possible, on est là-dessus également. L'idée, c'est avec ces nouvelles technologies qui arrivent et qui fonctionnent, on a la capacité à remonter en fait des données et des indicateurs en temps réel. Et en fait, on observe des dérives dans le temps de ces indicateurs. Typiquement, un ventilateur qui se met à vibrer et à chauffer. À partir d'un certain moment, il vibre tellement et chauffe tellement qu'il va bientôt tomber en panne. Et donc, l'idée, c'est de détecter ce seuil pour intervenir avant qu'il y ait de la casse. Et donc limiter les frais de remplacement d'un équipement. Il vaut mieux réparer que de changer quelque chose qui est cassé. Et ce qui convient à une ville pourrait convenir à une usine finalement ? Oui, ça peut être adaptable à n'importe quel matériel. Tout à fait, oui. Vous allez avoir un nouveau client, là. Ça peut être intéressant, oui. Ouais. Est-ce que la question humaine, est-ce que l'être humain, finalement, l'habitant d'une ville, quand une ville devient intelligente, truffée de capteurs, ses données personnelles, sa liberté, sa vie privée est questionnée ? Alors c'est le vrai sujet. On parle plus de technologie. C'est un sujet sociétal, la Smart City. On offre une technologie en fait qui rend possible certaines choses. Maintenant, en fait, on a besoin d'expérimenter. On a besoin également que les territoires et les pouvoirs publics en fait s'approprient le sujet, parce que c'est à eux de gérer en fait cette question de la souveraineté des données. Et c'est vraiment le vrai enjeu sociétal des Smart Cities. Bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler ici. Certainement. Également. Merci beaucoup, Merci, Ulrich. Merci, Stéphane. On reste dans le domaine de l'énergie, cette belle énergie, Yann Petit, que vous mettez au service d'une entreprise, d'une marque, une tradition, un savoir-faire. Est-ce qu'il a changé, le savoir-faire, par rapport au début ? Non. D'ailleurs, c'est ce qu'on voulait garder. C'est en industrialisant le produit, c'est de garder vraiment nos recettes traditionnelles. Et donc ça n'a pas changé depuis la création de l'entreprise. Depuis la création. Alors c'est votre père qui avait repris le flambeau dans les années 70, et qui avait impulsé effectivement cette démarche d'industrialisation. Oui, parce qu'à l'époque, tout était fait à la main. Donc lui, il a voulu mettre ça plutôt sur des gros volumes, vu que ça progressait assez rapidement. Et ça devenait un petit peu compliqué d'arriver à suivre la demande. Donc en industrialisant le produit, ça a permis d'augmenter un petit peu les quantités au fur et à mesure. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'est née, on va dire, l'entreprise directement à Saint-Philibert. À quelques kilomètres de la Trinité-sur-Mer. Oui, on est à 5-6 kilomètres maximum. Donc, et vu qu'il y avait des terrains assez vraiment très grands, ça nous donnait un petit peu une perspective d'élargissement de l'usine. Et c'est pour ça que ce site a été choisi. Et donc, d'ailleurs, même ça a tellement grandi qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est à cheval sur Saint-Philibert et Crac. Donc on est sur 2 communes. 2 communes. 2 communes, peut-être Smart City très bientôt. Peut-être. J'en parlerai au maire. Voilà, je compte sur vous. Alors vous avez repris, Yann, les rênes en 2005 avec vos 2 sœurs. C'est vraiment une entreprise familiale pour le coup. Une de vos sœurs, Anne-Marie, est présidente. Et puis Gaëlle est directrice générale comme vous. Voilà, associée. donc on se répartit un petit peu les rôles. Donc Anne-Marie gère, on va dire, tout ce qui est administratif et
et la société. Moi, je suis plus sur le pôle production. Donc, parce que bon, j'ai baigné dedans depuis l'âge de mes 17 ans. Moi, je travaille dans l'entreprise, donc à temps complet. Et donc, du coup, moi, je suis vraiment en charge de tout ce qui est développement outils, nouvelle création de produits avec notre service R&D. Et puis, à l'écoute des clients. Gaël s'occupe plus de tout ce qui est, on va dire, le pôle artisanal. Parce qu'on a aussi boulangerie, pâtisserie traditionnelle au sein de l'entreprise. Donc, elle gère plutôt ce réseau-là. Et aussi le magasin de la Trinité-sur-Mer, donc le magasin historique. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez repris les rênes, cette troisième génération que vous êtes, hein? Alors nous, on a apporté notre pierre à l'édifice en développant un petit peu les réseaux de magasins. Donc on avait déjà commencé dans les années fin 90, on avait déjà commencé à ouvrir des magasins. Donc moi, j'avais créé ma propre société pour développer des magasins, ma sœur également. Et après, l'entreprise aussi, on a commencé à faire ouvrir des magasins plutôt secteur Normandie pour la maison mère. Donc nous, on a apporté ce petit côté challenge avec les boutiques. Parce que ça, c'est vraiment votre vecteur de vente principal, en fait. Vraiment les on va boutiques. dire que notre chiffre d'affaires, à l'heure d'aujourd'hui, on a 33% à peu près en grande distribution, à marque distributeur. Oui, mais c'est ça, sous marque distributeur. Voilà, donc 33% aussi pour notre propre réseau de magasins, et le reste, c'est tout ce qui est grossiste, client direct et export, quoi. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment voulu développer les magasins pour faire connaître un petit peu plus la Trinitaine. Et en apportant aussi, parce que du coup, dans nos magasins, on ne vend pas que des biscuits, mais on s'associe aussi à beaucoup de marques bretonnes, de façon à diffuser du caramel, du cidre. C'est assez rare, ça, comme démarche, finalement, d'associer d'autres produits bretons. Oui, c'est ce qui permettait un petit peu, vu qu'on est quand même, notre clientèle, c'est beaucoup le tourisme. Et, donc on fait des cadeaux quand on va dans une boutique. Nous, c'est le petit souvenir gourmand, quoi. Ouais. Et du coup, on a associé vraiment des petites sociétés aussi, de façon à pouvoir avoir un panel beaucoup plus large pour nos clients, quoi. Alors, est-ce que vous vous approvisionnez en local? On parlait justement de circuits courts et d'éco-responsabilité. Oui, dès qu'on peut, nous, tout ce qu'on achète, c'est vraiment du local, quoi. La plupart des sociétés qui en travaillent pour les produits sont bretonnes, ou après, bon, tout ce qui est farine, bon, ça peut être des grandes sociétés, mais qui sont françaises. Mais on a aussi des producteurs qui sont de Bretagne. Pour les œufs, tous nos œufs sont achetés en Bretagne, ou quasiment tout. L'huile, bon, là, par contre, on va dire que on travaille avec des courtiers, mais globalement, vous essayez de travailler. Dans notre démarche, on essaye vraiment de cibler le tissu local, quoi, ce qui permet d'avoir moins de gaz à effet de serre, moins de carbone. Très bien. Merci infiniment. Yann Petit, vous restez avec nous. Puisque vous êtes basé près de la mer, justement, on va parler de ce littoral. Et votre fief, c'est la Trinité-sur-Mer, bien sûr. La côte, vous l'aimez. Le sujet qui suit devrait vous intéresser. Notre littoral est en souffrance. On parle d'érosion. Et c'est Virginie Jourdan qui va nous faire un petit point sur la situation en Bretagne. On la reçoit tout de suite. Bonjour Virginie. Bonjour Laurence. Alors c'est une réalité, le changement climatique n'a pas seulement un impact sur la montée des températures, mais aussi sur le niveau des mers. Oui, l'impact sur le niveau des mers, et au total, l'ONU estime que durant le XXe siècle, le niveau des mers a augmenté de 17 cm, et durant le XXIe siècle, il pourrait augmenter de 50 cm à 1 mètre. Donc on est sur un phénomène d'accélération de la montée des eaux. La France est concernée, par exemple, sur la côte atlantique. On estime que cette montée des eaux pourrait faire rentrer la mer de 20 à 30 km à l'intérieur des terres. C'est impressionnant. Et la Bretagne aussi est concernée, puisque les zones qui sont les plus vulnérables par rapport à cette montée des eaux, ça va être les deltas, les marais maritimes, toutes les zones aussi sablonneuses. Et on sait que sur la côte bretonne, il y en a beaucoup. Est-ce que les conséquences sont déjà visibles, les conséquences de cette érosion ?
Quel pourcentage, par exemple, en Bretagne du littoral est touché? Alors en Bretagne, je n'ai pas le chiffre précisément, je n'ai que le chiffre français où je sais que 25% des côtes françaises sont en état d'érosion. Donc il y a bien évidemment un état d'érosion naturelle, puisque la mer, à chaque fois qu'elle vient sur le littoral, creuse un peu, soit la roche, le sable, etc. Là, on est vraiment sur un phénomène mesuré qui est lié à cette montée des eaux précisément. Et il y a un professeur émérite de géographie qui travaille à l'université de Bretagne Sud et qui dit que, par exemple, il y a déjà des zones en Bretagne qui sont concernées par des effets de submersion. Et il cite notamment un lotissement qui se trouve dans le Morbihan, qui s'appelle le lotissement du Gavre. Donc, c'est en face de Port-Louis, donc non loin de Lorient, où dès qu'il y a des phénomènes de marée ou de tempête, le lotissement commence déjà à être submergé par cet effet qui est lié aussi à la montée des eaux. Est-ce qu'on peut incriminer l'activité humaine? Alors l'activité humaine, elle a bien évidemment un impact, donc de manière globale sur le réchauffement climatique. Sur le littoral, on sait que plus on va exploiter le littoral, plus on va réduire sa biodiversité naturelle, ses moyens de défense, et du coup, on va entamer aussi sa capacité à résister naturellement à ce phénomène. Et les scientifiques ont des solutions ou pas? Dites-nous tout. Est-ce qu'on peut être un peu optimiste quand même ou pas? Alors, ce qui est certain, c'est que de toute façon, le phénomène ne va pas s'arrêter, puisque de toute façon, le littoral se transforme tout le temps, qu'il y ait une montée des eaux ou pas. Ce que l'on sait, c'est que les scientifiques essaient de réfléchir à des solutions pour décélérer ce phénomène d'érosion du littoral. Donc, par exemple, ils vont beaucoup s'attacher à la question des dunes. Alors, certains, on parlait de ce fameux professeur émérite là, de l'Université de Bretagne occidentale qui s'appelle Yves Le Bailly. Lui, il souhaiterait qu'il y ait carrément de la désurbanisation sur certaines zones, puisque plus il y a des constructions, plus la mer vient buter dessus et plus ça peut accélérer des courants par ailleurs, donc il y a un vrai impact. D'autres pensent plutôt qu'il est important d'aider la nature à se reconstituer, et donc il y a plusieurs expérimentations qui sont en cours. Alors, des exemples de réparation, on peut Alors, parler des exemples comme ça, de réparation, donc il y en a plusieurs. Il y en a une dans le Morbihan, c'est à l'Armor-Plage. La plage s'appelle la plage de Kerguelen. Donc à cet endroit, on a ramené un noyau de kaolin, donc c'est de l'argile blanche qu'on trouve en local. Et cette argile blanche, dessus, on a mis du sable et on a replanté des plantations. L'idée, c'est de redonner vie à une dune et de voir dans les 3 à 4 prochaines années comment elle va se comporter. Est-ce qu'autour d'elle, l'écosystème va aussi se reformer pour pouvoir accueillir le mouvement des marées de manière plus souple. Alors, il y a aussi un projet qui se sert des algues, me semble-t-il. Oui, voilà, c'est ça. Alors, il y a un projet qui se sert des algues et il a lieu à Sarzeau, donc c'est sur la presqu'île de Ruisse. Donc, ils ont installé des algobox en plantant des algobox, en plantant des ganivelles. Donc, les ganivelles sont les fameux poteaux en bois qui sont plats que l'on retrouve sur les plages pour protéger, pour empêcher les touristes aussi de monter sur les dunes et les abîmer. Donc là, ils ont fait des carrés qui font à peu près 2 mètres sur 2. Et à l'intérieur de ces carrés, donc, il y a des bénévoles du réseau Initiative Éco-Explorateurs des mers qui ramassent des algues sur la plage, qui les mettent à l'intérieur de ces carrés. Donc, ce sont les algobox en question. Une fois que les algues sont déposées naturellement, le sable qui est emmené par le vent va se déposer, va faire remonter le niveau de la dune. Le niveau de la dune monte, donc les algues qui sont dessous compostent, aident la nature à se reconstituer en termes végétaux, et donc les racines vont plonger dans le sol et vont finalement reconstituer une dune. Donc on l'aide un peu. On aide la nature. Voilà, en fait. on nourrit la dune pour qu'elle se reconstitue un petit peu plus vite. Et alors, une autre dune, me semble-t-il, est quand même actuellement en Oui, alors il y a un projet, projet, c'est à Arzon, à Kerjoineau, et là, c'est juste pour redonner un exemple un petit peu de ce phénomène d'érosion. Donc, il y avait une dune qui faisait 40 mètres de large, qui aujourd'hui en fait 12, et on va tester aussi ce système d'algobox pour pouvoir vraiment la reconstituer, puisque derrière, il y a un lotissement. Donc, si la dune disparaît, l'eau rentrera sans défense naturelle, et donc ça pourrait être préjudiciable à l'habitat humain. Il y a déjà eu des cas concrets de cette méthode-là ou c'est tout nouveau? La méthode des algobox, Oui. Ça a été lancé par ce réseau et l'Université Bretagne Sud. Là, ça a démarré en début d'année. La reconstitution des dunes, en fait, pour l'instant, on a plutôt tendance à les protéger. Donc, c'est le Conservatoire du littoral ou les services des espaces naturels des conseils départementaux qui un peu sanctuarisent les lieux. Et donc là, on essaie d'aller sur une méthode de revitalisation plutôt que de simple sanctuarisation.
Intéressant en tout cas comme démarche. Merci beaucoup Virginie et on retrouve ce reportage dans le magazine Sans Transition. Merci infiniment. Yann Petit, vous êtes aussi dans une démarche d'éco-responsabilité à la Trinitaine ? Oui, nous déjà notre entreprise, on recycle toutes nos eaux usées par nos propres moyens. Donc ça fait déjà quelques années qu'on est sorti du réseau local. Donc on a notre propre step avec une démarche, on va dire, un petit peu écologique, parce que toute l'eau qui est retraitée est stockée dans un énorme bassin qui représente 11 000 tonnes d'eau. Quand même. Et on a trouvé un partenariat avec un agriculteur qui est juste à côté de chez nous. Et donc on lui a mis tout le matériel à disposition et par un réseau qui passe de manière souterraine. Donc lui arrose ses cultures et ses champs avec l'eau qu'on a traitée et qu'on a stockée tout l'hiver, quoi. C'est pas si courant, ça, comme démarche, c'est intéressant. Oui, donc c'était c'est une petite contribution, on va dire, à l'environnement. Et puis c'est vrai qu'on essaye d'investir aussi dans des fours qui sont avec des consommations beaucoup plus basses, que ce soit en gaz ou en électricité. Donc on essaye vraiment d'avoir une démarche constante et permanente pour améliorer les consommations d'énergie, quoi. Alors, puisqu'on parle de l'avenir, justement, comment vous le voyez, vous, l'avenir, Yann Petit ? Dans quel domaine vous faites particulièrement des investissements ? Alors aujourd'hui, on est en train d'axer un plan d'investissement, surtout sur les produits secs. Parce que on travaille beaucoup l'export et on aimerait bien encore travailler un petit peu plus. Les produits secs parce qu'ils sont plus facilement exportables, justement, voilà, parce que en termes de DLUO, ça nous permet d'avoir des dates limites de consommation. Oui, voilà, dates limites de consommation, ça nous permet d'avoir des dates de 12 mois, ce qui est plus facile à exporter, quoi. Parce que tout ce qui est produit pâte jaune, on va dire que ça peut varier de 7 semaines à 4 mois. Mais 4 mois, le temps de transport, c'est un peu court. Donc là, on est en train d'investir sur une nouvelle doseuse multiproduits pour les produits secs. Plutôt les produits secs, vous exportez vers quel pays ? Alors, on travaille beaucoup avec l'Asie, beaucoup avec les pays limitrophes aussi. Historiquement, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique. On fait un peu d'Angleterre, un petit peu d'États-Unis. Mais on a une forte demande depuis quelques années pour les pays asiatiques. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à développer des nouvelles recettes de galettes au sarrasin. Vous accentuez le côté breton, l'identité bretonne, c'est ça ? Oui, c'est notre fer de lance. C'est la marque, c'est l'image de la marque La Trinitaine. C'est quoi l'image de la marque La Trinitaine ? C'est l'enfance, c'est la Bretagne. On va dire c'est la tradition, c'est avant tout la Bretagne, parce qu'on est quand même breton avant tout, et surtout la tradition du produit, on va dire un petit peu ancestrale, quoi. Alors aujourd'hui, vous avez 46 magasins en France. Oui. Vous êtes en train d'en ouvrir encore et encore. On en a un qui ouvre prochainement à Bordeaux, donc ça sera le 47e. Et on a un projet d'ouvrir 2 à 3 magasins pour 2018. Donc on continue notre progression. Et maintenant, c'est vrai qu'on a un système de contrat d'affiliation. Donc on a quelques indépendants qui nous rejoignent au fur et à mesure des années. Donc ça nous permet d'évoluer assez rapidement sur l'extension du réseau, quoi. Et puis vous louchez quand même un petit peu du côté de la grande distribution, mais différemment. Alors, expliquez-nous un peu votre démarche. Oui, alors d'aujourd'hui, c'est vrai il y a quelques années, on était présent en grande distribution. On avait fait le choix à l'époque d'en sortir dans les années 2008-2009. Et aujourd'hui, du coup, on est en train de créer une gamme, mais qui sera uniquement réservée à la grande distribution, alors plutôt régionale. Donc là, on ne sera plus dans la marque distributeur, mais dans une gamme spécifique, la Trinitaine. Voilà, ça sera bien identifié, la Trinitaine. Donc on est en train de créer le pack. On devrait mettre ça en place tout début d'année 2018, ce qui va nous permettre de reconquérir un peu les rayons de la grande distribution. Est-ce que, alors puisqu'on parle de grande distribution, c'est le moment justement, est-ce que la crise actuelle du beurre vous impacte énormément ? On imagine quand même des biscuits au beurre essentiellement. C'est vrai que quand on regarde un peu ce qui s'est passé dans la presse, on a parlé de la crise du beurre que depuis le mois d'octobre, novembre, alors que nous on subit ça depuis le mois d'avril. Donc le beurre est passé à peu près de 3,50 € le kilo à pratiquement 8 €. Donc pour nous, c'est un impact très très important. Comment vous faites pour gérer ça ? Parce que c'est énorme. C'est nous qui prenons l'impact tout de suite au niveau tarifaire, et après le temps de répercuter, ça prend quelques mois. Et ça se fait tout doucement, mais c'est vrai que du coup, pour nous, sur l'année 2017, ça a pratiquement représenté 1 million d'euros de dépenses supplémentaires, donc qu'on récupérera dans un second temps. Puis
Aujourd'hui, à la crise du beurre, là, depuis le mois d'octobre, on a la crise des œufs qui s'est greffée. Donc, pareil, avec des œufs qui sont passés de 1,10 € à pratiquement 2,50 € en 2 mois. Pour nous, c'est problématique. Mais bon, vu qu'on anticipe toujours un peu les choses, donc on répercute tout doucement les hausses. Et puis, Pas de répercussions en termes d'emploi au sein de la société à ce niveau-là ? Non. Vous restez avec nous, Yann Petit. Justement, on va parler d'emploi, puisque vous le savez, hein, bien entendu, dans cette émission, on cherche à être au plus près de vos préoccupations, vous téléspectateurs, au premier rang desquels l'emploi. C'est l'objectif du programme court Recrutez-moi, réalisé par Magali Douarche, une mine de conseils, aussi bien pour les candidats que pour les recruteurs. On regarde tout de suite. Vous allez assister à un entretien de recrutement avec Sens & Co, un organisme de formation spécialisé dans l'intelligence collective. Xavier Médard, son fondateur, recrute un office manager avec une capacité à gérer l'événementiel. Élise Briel, de retour en Bretagne, après une longue expérience dans l'événementiel à Paris, recherche un nouveau poste. Bonjour Élise. Bonjour Xavier. Bienvenue chez Sens & Co, dans l'écosystème de la Palmeraie. Je suis ravi de vous recevoir. Ce que je vous propose, c'est de commencer par se découvrir, voir un petit peu qui vous êtes et de voir de quelle manière c'est congruent avec qui nous sommes et ce que nous voulons faire. C'est OK pour vous ? Parfait. Pour commencer, j'aimerais bien que vous vous remémoriez un projet, vous qui étiez beaucoup dans l'événementiel, un projet, une aventure que vous avez vécue au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel, peu importe, dans laquelle vous avez vraiment ressenti quelque chose de très très fort, positivement. Ouais. Je pense que je vais m'appuyer sur quelque chose de personnel, mais qui fait écho à ma vie professionnelle dans l'organisation d'événements. Le fait de commencer par une question positive a comme objectif de mettre la personne en confiance, à l'ouvrir, à faire en sorte qu'elle génère en elle des choses différentes de ce qu'on emmène généralement quand on va dans un entretien où il y a une sorte de rapport, peut-être un peu de rapport de force. Là, l'idée, c'est plutôt de parler de quelque chose qu'on a vécu, qu'on a très bien vécu, pour créer les conditions d'un entretien positif. Aujourd'hui, et vous l'avez dit, vous aviez à l'époque voulu rejoindre un collectif. Aujourd'hui, Sens & Co, c'est un collectif. Ouais. Quand on est entrepreneur et qu'on est dans un collectif, est-ce qu'il n'y a pas le risque de s'ennuyer ? Je pense pas, parce que en fait, c'est ce qui m'a manqué pendant les 5 ans où j'étais seule. Donc j'ai vraiment besoin du collectif. Par rapport au collectif, moi, ça fait écho à ce que je recherche aujourd'hui dans ma vie professionnelle. Donc ça a fait des petits tilts, comme des petites étincelles, en me disant je suis dans la bonne direction. Quels sont les axes de progrès de Sens & Co ? Sur quoi est-ce que, d'après vous, il faudrait qu'on travaille ? Je pense que je ne vous connais pas encore assez bien pour répondre à cette question. Soyez juste intuitive sur est-ce que vous avez vu sur les différents supports Sur la communication, par exemple ? On me demande souvent si on a le droit de dire en entretien « je ne peux pas répondre à cette question ». La réponse est oui. Au contraire, plus vous êtes transparent et sincère, plus vous serez rassurant pour le recruteur. Je vous ai parlé tout à l'heure d'amélioration continue. Oui. Qu'est-ce que Élise Briel a comme potentiel d'amélioration ? Quelles sont les choses sur lesquelles vous avez envie de travailler ? Parce que par le passé, ça vous a renvoyé des choses qui étaient perfectibles. Tout est perfectible chez moi. Le développement personnel est quelque chose, là aussi, de très important chez Sens & Co. Faire travailler des gens en collectif nécessite à la fois de bien se connaître et d'avoir la même connaissance des autres membres du collectif. Ça va donc nécessiter en interne de monter en compétence sur tout un ensemble de techniques que l'on prône à nos clients, qu'on va s'appliquer à soi pour être capable de se faire des feedbacks, y compris sur des choses qui sont moins positifs. On parle d'intrapreneuriat dans un certain nombre d'entreprises. Est-ce que ça vous parle et qu'est-ce que vous y mettez derrière et qu'est-ce que vous pouvez y mettre derrière au sein de Sens & Co ? Eh bien non, j'y ai pas réfléchi et là, en discutant, c'est la première fois que le côté intrapreneur m'a surprise dans le sens où j'entendais ce terme pour la première fois. Et en même temps, c'est quelque chose de stimulant pour moi parce que, ayant été entrepreneur, ça me permettra d'avoir la liberté de pouvoir créer mon poste à mon image. Xavier utilise une technique particulière d'entretien qui s'appelle le recrutement appréciatif. Il permet à chacun, candidat comme recruteur, de se présenter sous son meilleur jour. Expérience à vivre absolument si vous souhaitez recruter selon la personnalité.
Bonne nouvelle, hein, Élise Briel a donc été recrutée. Alors je me tourne vers vous, chef d'entreprise. Est-ce que du coup, en termes de salariés, vous avez des salariés fidèles? Entreprise familiale égale salariés fidèles? Oui, parce qu'on a des salariés qui ont plus de 45 ans de société au sein de notre société. Donc du coup... Vous avez combien de salariés d'ailleurs? Alors en tout, on est 200. Ouais. 200 salariés, donc entre la production, l'administratif et le réseau de magasins. Donc, ce qui représente une bonne taille pour une petite PME comme la nôtre, quoi. Petite PME, mais quand même grand renom. Vous restez avec nous, hein. Yann Petit. On va parler maintenant de culture avec un film magnifique, un documentaire qui s'appelle Les Rumeurs de Babel. Et pour ce faire, nous recevons tout de suite 2 poètes, chacun à leur façon. Brigitte Chevet, la réalisatrice, et Yvon Lemaine. Bonjour Brigitte, bonjour Yvon. Bonjour. 2 poètes, Bonjour. chacun à votre façon. Je ne pense pas me tromper en fait en disant ça. Brigitte, le film Les Rumeurs de Babel est diffusé ce soir pour la première fois sur France 3. Vous, Yvon Lemaine, c'était le titre d'un de vos livres. Comment est venue l'idée de ce film? Dites-nous tout. Alors, c'est un chemin assez improbable, en fait. Mais moi, j'ai été voir Yvon Lemaine, on ne se connaissait pas. J'ai été le voir parce que je pense que j'avais besoin de comprendre son métier, ce qu'il faisait, et j'avais envie de faire Poète, quelque c'est vrai chose. que ça Voilà, intrigue. poète, vous vous rendez compte que ce monsieur-là a fait le choix de vivre de la poésie, rien que de la poésie. Ouais. C'est un choix incroyable, et il a réussi à le faire depuis, on va dire, allez, on dit rien. Quelques années. Quelques années. Et j'avais envie de comprendre ce qui le tenait, parce que c'est un choix évidemment très difficile, et en quoi la poésie nous était nécessaire. Et je pense que c'est important de s'intéresser aux poètes avant qu'ils soient morts et qu'on mette leur nom sur une plaque dans une rue. Et voilà, donc... le paradoxe de ce film, c'est que ça m'a amené dans un quartier à côté duquel j'ai grandi, mais que je ne connaissais pas. Alors qu'au départ, je me disais, ouais, Yvon Lemaine, j'aimerais bien aller au Mali avec lui ou en Chine, parce qu'il voyage beaucoup et qu'il est en contact avec les poètes du monde entier, qui nous a fait connaître, hein, d'ailleurs, notamment Étonnant Voyageur. Et finalement, le film, bizarrement, s'est construit à Maurepas, quartier rennais. Quartier rennais. Je te laisse la parole. Oui, vous, Yvon, donc vous aviez sorti ce livre, hein, Les Rumeurs de Babel. Les Rumeurs de Babel, illustré par Emmanuel Lepage. Oui, aux éditions Dialogue. Éditions Dialogue, oui. Il racontait quoi, ce livre, à l'origine? Il racontait, d'ailleurs le mot raconter est bien, parce que c'est un poème construit comme une longue histoire. Hein, c'est comme un train un peu. Quand je suis arrivé dans le quartier, j'étais comme tout le monde un peu perdu. Et puis, vivre, c'est rencontrer, c'est évident. Hein. Donc, je rencontre ma voisine, et ainsi de suite, je vais faire mes courses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qu'on retrouvera dans le film plus tard, et qui m'ont raconté leur vie. Et comme... alors ça, c'est l'aspect un peu plus dur, mais j'étais dans un appartement où il y avait pas mal de bruit autour. J'avais du mal à dormir, donc j'écrivais tout le temps. L'écriture me permettait de tenir une distance, hein, pour ne pas être envahi par des énergies parfois difficiles. Je dis parfois, pas tout le temps, bien sûr. Et donc, les gens sont rentrés tout doucement dans le poème, comme un train, quoi. Et puis, un premier wagon, un deuxième, et puis on est tous partis ensemble. Et je me suis rendu compte, en écrivant le poème, que je racontais aussi, en passant par des gens, parce que il faut incarner. Donc, c'est incarné par des gens. C'est pas abstrait, quoi. C'est vraiment très concret. Et un poème, c'est aussi une incarnation. Et donc, on racontait l'histoire d'un quartier, et donc l'histoire d'une société. C'est-à-dire, entre les années 60... on appelait les 30 Glorieuses, et puis aujourd'hui, où le monde est fracturé et où on est un peu perdu, quoi. À la base, c'était le quartier des possibles, hein, ce quartier. Et puis, petit à petit, plus personne ne voulait venir y habiter, en fait. Presque. Oui, enfin, voilà. En même temps, on va voir que oui et non, parce qu'en même temps, les gens ne veulent pas partir. Et c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est surprenant. Actuellement, on détruit des tours, et il y a des gens qui disent, moi, je ne veux pas partir parce que j'ai toute ma vie là. Donc c'est un paradoxe permanent, quoi, dans le fond. Oui. Alors, je vous propose qu'on en regarde un petit extrait de ce film, justement, et qu'on continue à en parler juste après. Ça va faire 11 ans que j'habite dans cet appartement. Suite à un divorce, on m'a proposé cet appartement dans un processus prioritaire. Ça voulait dire que j'avais pas le choix non plus, parce qu'il y avait une certaine urgence à avoir un appartement qui puisse m'accueillir moi et mes 2 enfants à cette époque-là.
Ça m'a rappelé ce que ma famille d'adoption disait quand on passait par l'avenue Rochester. Ah, c'est cage à poules. Et moi, toute fière d'aller dans leur sens, jamais j'habiterai ces cages à poules. Quand j'étais petite. Et quand je suis arrivée là, ça m'a fait un flash en me disant, mais tiens, c'est ces tours-là. Les 5-6 premières années, j'ai vécu dans mes murs, en fait. Sans regarder mes voisins, sans regarder ce qui se passait dans le quartier. À partir du moment où ma petite dernière est arrivée, en voulant protéger mon enfant, j'ai commencé à mettre des choses sur les murs, des étagères, comme si, oui, j'allais m'installer. C'est ce qui m'a permis aussi de rebondir. Et j'ai pu avoir une petite parcelle de jardin. Et là, c'était un vrai petit bonheur de pouvoir toucher la terre. Comment met-on en image, Brigitte Chevet, de la poésie? C'est pas facile. Mais là, c'est de la poésie à l'état pur, finalement, le témoignage de cette femme. Oui, alors c'est vrai que le choix de réalisation, c'était le témoignage des habitants porté par le poème d'Yvon. Enfin, des extraits du poème, parce qu'évidemment, je ne peux pas transcrire 150 pages entièrement, mais c'était un choix extrêmement risqué, on va dire. J'étais pas sûre que ça fonctionne, et en fait, je me rends compte que ça nous fait du bien d'avoir cette épaisseur de langage qui est sensible, qui n'est plus du tout un langage journalistique, froid ou sociologique ou statistique, mais qui est au plus proche de l'humain, on va dire. Et en plus, Yvon, ta langue poétique, elle est très visuelle, elle fonctionne tellement bien. Là, on ne l'a pas vu dans l'extrait, mais voilà, ça fonctionne avec les images. Et voilà, c'était ça. Et en fait, on se promène, je crois, avec plaisir dans cet endroit. C'est un paradoxe. Je confirme. On se promène avec grand plaisir. Et on se promène entre les rencontres, les belles rencontres, en fait. C'est ça. Vous, c'est ce qui vous a marqué, Yvon Lemaine. Vous avez fait des rencontres extraordinaires avec des gens qui, par les mots MOTS, soignaient leurs mots MAUX, finalement. Oui, c'est... Enfin, bon, moi, je suis quelqu'un de confiant en l'humanité jusqu'à présent. Donc, on rencontre des gens n'importe où il y a de l'humanité, c'est évident. Mais là, il y en a de façon très concentrée. C'est-à-dire que parce que justement, il y a une image... les images, c'est toujours dangereux, parce qu'une image, c'est un écran aussi. Donc, le mot ne mord pas. Il y a des mots comme ça qui font venir des images qui ne sont pas toujours justes, quoi. Voilà. Et moi, j'en avais pas. Bon, j'ai pas... voilà. Et puis, j'ai suivi après... par exemple, Pascal, je l'ai rencontré... un jour, c'est parce qu'il y a une femme aussi qui a eu un rôle important, c'est Chantal Parent, qui travaille là depuis 40 ans, et qui connaissait, c'est la mère aubergiste du quartier, et qui connaissait tout le monde. Et donc, je rencontre Pascal, et un jour, je l'invite à manger dans un petit resto, et puis il me raconte sa vie. Et en fait, sa vie, il a fait de la prison, 22 ans de prison, etc. Et il s'est dit, tiens, j'ai trouvé la personne peut-être pour raconter ce qu'il n'avait jamais dit aux gens du quartier. Et parce qu'il avait compris ce qu'était la poésie. La poésie, c'est une langue qui se tient, qui veille au grain et qui respecte l'autre, quoi. Enfin, je pense, parce que c'est une langue tendue, c'est une langue qui va d'un point à un autre de façon très, très rapide. Et il s'est dit, sans doute, je pense, il s'est dit, il saura dire ce qu'un article ne pourra pas dire. Donc, il m'a fait une confiance invraisemblable. Et dans le film, on voit à un moment donné où il me demande... et moi, qu'est-ce que je t'ai apporté? Et je suis un peu dérouté. Et je lui dis, tu m'as fait confiance. La confiance. Ce qui aujourd'hui est quand même, à mon avis, c'est le... Parce que les gens sont pas... Les gens en ce moment ont peur, je trouve. Ils ont peur de ne pas être bien considérés, etc. Et en fait, la base de tout, c'est quand même la confiance, quoi. Après, on peut choisir de ne pas revoir la personne, on est libre. Mais quand même, il faut un peu faire confiance, sinon on ne peut pas vivre, c'est pas possible, quoi. Alors, on va regarder justement, Yvon a un petit témoignage de Pascal, un extrait tout de suite. J'étais un boulet, dit Pascal. Un boulet de canon parfois, quand on me traitait de tous les noms. J'étais un boulet avant d'être un prénom pour mes parents et les autres enfants de mes parents. J'étais un boulet, le boulet du fond de la classe qui passait toujours, tous les jours, à côté des réponses et que l'on chasse. Moi, l'illettré,
J'ai appris à lire, à écrire presque seule. En passant par des couleurs, elle tirait les mots derrière elle comme le vent tire les nuages dans le ciel. Je voyais des mots bleus, blancs, roses, verts, à l'endroit, à l'envers. C'est très touchant, ces témoignages, et vous en avez eu comme ça une multitude dans ce film. Comment on vit ça en tant que réalisatrice, vous? Parce que, évidemment, Yvon l'a vécu en son cœur, mais vous, avec l'image, comment vous l'avez vécu? C'est un cadeau. Mais après, bon, moi, je suis surprise aussi des retours que j'ai sur ce film qui sont incroyablement positifs, quoi, parce que je sens que ça touche, je sais pas, c'est un petit miracle. Mais c'est le résultat du travail d'Yvon aussi, de ce travail d'immersion, parce que ce qu'il dit pas, c'est qu'au début, il était un peu anonyme. C'était un habitant lambda, comme les autres. Moi, la caméra, elle est arrivée qu'à la fin, en fait, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose. Et encore, on a retourné après coup pas mal de scènes, mais enfin, je pense que c'est, oui, ce travail très fin, humain, là, que tu as fait. Et après, la caméra a retranscrit ça. Voilà, c'est un cadeau. Alors, vous avez fait une avant-première, justement, le 14 novembre dernier. À Cannes. À Cannes. À Cannes-sur-Rennes, on va dire. Cannes-sur-Rennes. À Maurepas, justement, Voilà, au cœur du exactement, quartier. Et là, il s'est passé quelque chose de magique. Racontez-nous. Ah oui, c'était... Quand je suis arrivé, moi, je me suis caché dans la file. Une fois de plus, c'est une amie. Non, mais je voulais entendre les gens. Hein. On aurait dit qu'ils allaient à une cérémonie, en tous les cas. Ouais. Vraiment, hein. Alors, mariage, enterrement, fiançailles. On va dire quelque chose de bien, plutôt. Chacun a sa cérémonie dans la tête. Et j'étais déjà ému. Alors, j'avais des amis, bien sûr, mais on connaît beaucoup de monde maintenant là-bas, hein, à Maurepas. Et les gens, ils étaient tous bien habillés. C'était incroyable. Et tout d'un coup, on se dit, mais même pour nous, parce que Brigitte et moi, on n'était pas encore entrés, il n'y a même pas de place pour nous. C'était plein. On a refusé 50 personnes. Il y avait 350 personnes, dont 300 de Maurepas. C'est incroyable, quand même. Hein. Ouais. Et moi... Pardon ? Oui, je vous en prie. Et j'étais à côté de Pascal, et il y avait votre directeur qui était là. Moi, j'étais à la droite de Pascal et le directeur à gauche. Et quand il se voyait, quand il se voyait pas justement, parce que dès qu'il apparaissait, il regardait ses pieds. Et on lui tenait tous les deux la main. Il a été applaudi, pas Pascal, mais Yvonne, mais tout le monde. Hein, le prêtre ouvrier qui est magnifique. C'était incroyable, les larmes aux yeux. On a du mal à s'en remettre de cette soirée, oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qui se joue là derrière, c'est que je pense que les gens se sont sentis regardés autrement et pas que dans le négatif, pas stigmatisés, pour une fois. Et voilà, je pense que ça leur a fait du bien. C'est comme ça que je comprends. Hein, oui, voilà. Tout à fait. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait, justement, à propos de ce film ? On a le plus beau retour que vous ayez. Je pourrais avoir l'asile poétique à Maurepas. Je pense que c'est non, le plus beau compliment, c'était... oui, c'est ce que j'avais eu un grand respect pour les gens. Enfin, ça me paraît tellement évident, mais bon, c'est comme ça. C'est assez dire à quel point, des fois, les gens se sentent... pas tout à fait considéré, quoi. Hein. Mais le projet n'est pas fini. C'est-à-dire qu'après moi, il y a eu une jeune femme qui s'appelle Thérèse Barden et qui a vécu là-bas aussi et qui va écrire un roman. Et en ce moment, il y a un jeune chanteur, Élie Guillou, qui en peut plus de tout le monde qui veut le voir. En plus, c'est un jeune homme très charmant, bouclé, tout ça. Même les dealers le prennent pour un ange. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est-à-dire qu'on a démarré ce projet-là en parlant avec Chantal, Chantal Parent, parce que j'étais assez étonné du fait qu'il restait là depuis 40 ans avec passion. Et il y a un secret derrière cette passion. Et donc, c'est un projet qui durera dans le fond presque 4 ans ou 5 ans. On n'est pas passé comme ça qu'un jour et on s'en va. Un petit tour et puis ça va. Non, on est revenu, quoi. Les rumeurs de Babel ne sont pas prêtes de s'arrêter, ça c'est certain. Merci à tous les deux, merci Brigitte, merci Yvon. Donc ce film de Brigitte Chevet sera diffusé ce soir sur notre antenne après le Grand Soir 3 et rediffusé le vendredi 1er décembre à 8h50. C'est une coproduction France 3 Bretagne et Aligal Productions. Vous serez l'invité ce midi de notre journal régional. Et puis France Bleu Armorique qui nous accompagne dans la programmation du documentaire. Mais dans ce cadre-là, vous serez l'invité de France Bleu Armorique cet après-midi à 16h. Voilà, merci à tous les deux et longue vie à ces rumeurs qui sont de belles rumeurs pour une fois. Merci. On va maintenant accueillir une poétesse à sa façon également. Elle s'appelle Catherine Bossard et elle nous rejoint de ce pas.
Bonjour, chère Catherine. Bonjour. Permettez-moi de prendre un angle scientifique au vu de cette émission. Donc, poésie, on a évoqué la poésie, bien sûr, mais je vais vous parler de science. Comme le disait Virginie Jourdan, il y a un phénomène d'érosion qui peut être inquiétant, en tout cas d'érosion dans les relations humaines. Ce à quoi Émeric Rousseau nous a répondu en disant... Ulrich. Monsieur Rousseau nous a répondu en parlant de ville connectée, de smart city, de ville intelligente. Oui. Alors, je vous propose de rétablir ces connexions au sein de cette ville, ces connexions entre êtres vivants, bien sûr, peut-être au moyen de capteurs d'images, de capteurs de mots également, et d'autres capteurs que vous pourrez mettre où vous voulez d'ailleurs sur vous. Et pour connecter cette ville, je propose aussi, et c'est un message fort, une distribution de biscuits généralisée, car ces biscuits, c'est la poésie, c'est l'enfance aussi, vous êtes utile. Donc on va proposer une distribution généralisée de biscuits. Sachez également que vous parliez de la crise des œufs. A priori, il y a un endroit à Rennes où il y a pas mal de cages à poules. Donc, on peut envisager une coopération entre le quartier Maurepas et la Trinitaine, en tout cas. Et peut-être aussi, c'est la fin du mois de novembre sans cigarettes. Donc, on peut remplacer des cigarettes par d'autres. Enfin, si possible, les vôtres. En tout cas, vous nous montrez qu'on peut grandir dans un parc en carton et puis quand même réussir, s'en sortir. Donc, voilà, un beau message d'espoir, en tout cas. Et merci à vous également de nous parler de ce quartier, un quartier sensible, hein, le mot veut dire ce qui est aussi, et un quartier sensible qui, ne l'oublions pas, ne mord pas. En tout cas, pas tout le temps, même s'il paraît dangereux de loin, il y a des gens qui y sont, et donc on va les découvrir en tout cas grâce à vous. Merci, et puis en espérant qu'il y ait des... Vous avez amené des... La distribution de biscuits dans le quartier de Maurepas. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Yann Petit, d'avoir été à nos côtés. Merci. Voilà. Un petit message à laisser aux Bretons. Venez tous nombreux dans nos magasins pour prendre de bonnes douceurs. De la douceur. Allez, c'est ce qui doit mener cette journée de la douceur. Merci à tous de nous avoir suivis. Ce midi, c'est votre édition en langue bretonne, En tout la Galde, suivi du journal présenté par Éric Pinault. Nous ferons le point sur les collectes de la Banque alimentaire qui ont eu lieu ce week-end. Et puis notre rubrique Onde positive sera consacrée à l'épargne solidaire. Et enfin, nous découvrirons l'entreprise de nettoyage Le Briochin qui a été récompensée à Hong Kong. Vous voyez, direction l'Asie, comme avec vous. Excellente journée à tous. On se retrouve demain avec le groupe brestois bien connu Matmata. Bonne journée, à demain.